Bienvenue dans Inspiration Créative. Je suis Kylian Talin. Je suis Valentin Decker. Pendant 10 épisodes, nous allons à la rencontre des créateurs qui nous fascinent. Auteurs, réalisateurs, youtubeurs, metteurs en scène, humoristes et bien plus. Peu importe leur discipline, notre objectif est simple. Comprendre leur processus créatif, leurs inspirations, leur mode de fonctionnement, mais aussi leurs doutes et leurs questions. Ce deuxième épisode a été incroyable. On n'a pas arrêté de rire pendant 1 heure en écoutant l'histoire de Dedo. Il a fait du stand-up pendant plus de 15 ans, autant vous dire qu'il ne rigole pas. Il a fait partie du Jamel Comedy Club, dans laquelle il a fait une entrée tonitruante, il vous le racontera, et a monté plusieurs spectacles depuis, et joué dans des séries comme Bref, et fait des sketchs avec Golden Moustache. Mais ce n'est pas tout, il a aussi créé l'excellente chaîne YouTube L'Histoire racontée par des chaussettes, avec Yacine Bellous. Il a sorti un jeu de société et une BD intitulée White Spirit. En ce moment, il sort un projet qui est assez incroyable et original, qui s'appelle Les Princesses Leia. C'est à la fois un concert, une pièce de théâtre et une comédie musicale. Et ça vaut vraiment le détour. Tout à fait. C'est à nouveau Shine qui nous a aidé à monter cet épisode, donc on voulait les remercier encore une fois. Si vous ne connaissez pas Shine, allez jeter un œil sur leur site. C'est le compte pro des indépendants pour les freelances et pour les petites entreprises. Donc quand vous démarrez et que vous avez besoin d'un compte bancaire de bonne qualité, très bien organisé, Shine vous le propose, 100% en ligne, avec une application qui est franchement très bien faite, une carte bancaire qui est incluse. Ils sont là quand vous avez des questions administratives, pour toutes les questions que vous vous posez, et ils proposent aussi des solutions pour vous assurer en cas de pépin et pour vous protéger des imprévus. Shine est disponible à partir de 3,90€ par mois. Et pour les auditeurs du podcast Inspiration Créative, il y a 2 mois offerts pour démarrer avec le service. Donc pour en profiter, il suffit d'aller sur shine.fr/inspiration créative, le tout en un mot et au singulier. Voilà, on vous souhaite une bonne écoute. Bonne écoute. Salut Dedo, Salut. bienvenue sur le podcast. La première question que je vais te poser, c'est est-ce que les humoristes sont drôles dans la vraie vie ? Ça dépend. C'est toujours un truc. Est-ce que tu forces le trait ou est-ce que tu. Force le trait, alors c'est difficile. Ce serait génial de pouvoir se dire t'es pas du tout marrant dans la vie, Ouais. mais alors par contre en forçant le trait sur scène, tu Sur deviens commande. hilarant. Ouais. Je pense que c'est peut-être le cas de certains artistes d'ailleurs, mais on va pas rentrer dans du name dropping, et c'est pas du tout mon propos. C'est dur d'avoir ce recul-là. Je pense que oui, peut-être que tu fais marrer tes potes à un moment dans ton histoire, au collège, au lycée. Mais en tout cas, moi personnellement, je me suis jamais dit tiens, je fais marrer quelques personnes. C'est un bon film à exploiter pour en faire un métier et gagner de l'argent. Donc ça se contrôle pas vraiment quoi. Le moteur, il était là. En tout cas, pour faire de la scène, il a été là assez tôt. À quel moment tu t'es dit j'ai envie de faire des blagues, j'ai envie d'en faire un métier, j'ai envie de faire de la scène au quotidien? Je l'avais pas vraiment verbalisé et intellectualisé de cette manière, mais en tout cas, je sais que très petit, genre vers 10-11 ans, ça devait être mon beau-père d'ailleurs, sûrement, parce que c'est pas le style de ma mère, mais j'ai eu accès à des cassettes de Coluche en spectacle. Et j'écoutais ça, et je trouvais ça marrant. Mais avec mon retour d'enfant de 10 piges, donc j'avais pas toutes les nuances du propos, mais il y avait quelque chose qui me faisait marrer. Et Coluche est marrant parce que déjà il a une voix marrante, parce qu'il a une bonhomie, même si tu le vois pas, qui t'attrape. Donc déjà j'étais là et c'est cool. Et je me souviens que chez mes grands-parents, parce que j'étais élevé chez mes grands-parents, il y avait plein de vinyles qui étaient pas forcément à eux, donc qui devaient être peut-être de ma daronne certainement, dont je crois que c'était un gars qui s'appelait Michel Muller. Non, c'est pas Michel Muller, parce que Michel Muller c'est un vrai gars. Enfin c'est un vrai artiste comique et comédien d'ailleurs, qui a explosé dans les années 90-2000 sur Canal. Mais un gars qui s'appelait Muller, je crois que le vinyle s'appelait Les Malheurs de Muller, si je dis pas de conneries, et il faisait des caméras cachées. Sur vinyle. D'accord. Donc c'était pas fou, mais quand t'as 10 piges, c'est incroyable. Et du coup, j'étais là, ouais, c'est marrant. Je trouve ça marrant d'être marrant. Donc voilà, c'est déjà un départ de quelque chose. Et je pense qu'assez rapidement, après, j'ai aimé ça en fait. J'ai aimé les gens qui font rire. Et je sais pas si c'est un moment quelque chose qui fait que en écoutant des gens qui font marrer, toi aussi t'as envie de faire marrer, j'en sais rien parce que j'ai pas décrypté l'intérieur du truc. Mais le vrai déclic en tout cas, ça a été début de lycée. Moi j'avais un pote, en fait son père était américain et il faisait régulièrement des allers-retours aux États-Unis à cause de son taf. Et un jour, il a ramené une cassette vidéo
pour les gens qui sont nés en 90, c'est un truc qui existait avant en fait, qui était une sorte de grand rectangle noir et qui diffusait des images sur un poste de télé, quelque chose qui va bientôt disparaître aussi, j'ai l'impression. Et donc Richard Pryor, un très grand nom du stand-up outre-Atlantique, un des pères fondateurs pour moi du stand-up, sauf que je le formalisais pas comme ça à l'époque, mais j'ai vu ce mec-là parler aux gens. Et il n'y avait pas... en fait, il parlait directement aux spectateurs. Il n'y avait pas de quatrième mur. Alors que moi, tout ce que j'avais vu jusqu'à cet instant-là, c'était des mecs qui faisaient des sketchs. Sketchs noirs, personnages noirs, lumière, pas d'Afrique. Et donc, vraiment, je me disais, putain, c'est fou. En fait, c'est vrai. Il se passe ce qui est en train de se passer. C'est mis en scène. Et en fait, je sentais pas ce truc-là. Et en vrai... quelque part dans le stand-up, c'est pas mis en scène, vu que tu t'adresses vraiment aux gens. Mais ça m'a vraiment fait basculer vers un paradigme total de... Mais en fait, tu peux parler aux gens en étant marrant et en ayant un propos. C'est fou. Et donc, ça m'a donné envie de le faire, sous cette forme-là. Et derrière, j'ai fait mes premières auditions à 19 piges à peu près, en café-théâtre. Et les premières tours que j'avais eues, c'était c'est cool, mais la forme est... on fait plus du sketch, est-ce que t'as pas des personnages, des machins? Et j'étais là, bah non, j'ai envie d'angler justement sur ce truc-là, donc ça m'intéresse plus de faire ça, et je pense que juste à l'époque, là, donc maintenant il y a 20 ans à peu près, c'était pas encore la forme adéquate qu'on voulait exploiter en tout cas sur le territoire. Donc du coup, j'ai fait autre chose. Enfin, j'ai fait autre chose. J'ai pris des cours de théâtre pendant 3 ans. J'ai fait une école. J'ai joué dans des pièces, des créations, des classiques. Et après, j'ai abouti à une mise en lumière qui est venue un peu plus tard. Mais je me parle direct ou... Ouais, tu peux y aller. Si tu veux, franchement, okay. Ça a pris combien de temps en gros entre tes débuts et ta mise en lumière, ou le moment où tu sentais qu'il y avait un début de succès, quoi. En fait, tout dépend ce que tu appelles succès. Pour moi, le succès, c'était déjà de pouvoir gagner de la thune à un moment avec, que ce soit 10 balles ou un sandwich. Et ça, c'est venu... Les premières pièces dans lesquelles j'ai joué, qui étaient des petites créations dans des petits théâtres à Paname, on était payés à la recette. Donc autant te dire que c'était à peu près sur le mois 400 balles. Et quand je te dis 400 balles, je parle en francs. Ouais. Ce qui fait pas beaucoup. Okay. Ce qui fait 60 euros. 60 non, euros, 70, ouais, un truc comme ça. 15 x 4, c'est ça. Voilà, tu vis pas excessivement bien avec ça, mais à l'époque, on vivait avec ma meuf, on arrivait à tenir, on bouffait, on était cool. On n'était pas au resto tous les soirs, mais les pâtes avaient bon goût. Ouais. Et elles ont le meilleur goût quand... Le goût de la liberté. Ouais. Et tu t'amusais à ce moment-là, ou tu pensais dans ta tête purée, quand est-ce que je peux retourner à faire des blagues et au stand-up qui va peut-être un moment... En vrai, je crois que je réfléchissais pas trop et que j'étais surtout dans l'action et que je me disais, bon, clairement, c'est pas tout de suite que je vais pouvoir acheter une île, mais... au moins il se passe des trucs. Et surtout le truc, c'est que quand t'es en mouvement, c'est le plus important en vrai. C'est la base pour déjà éviter de mettre un canon dans ta bouche et te dire il se passe quelque chose. Et tant qu'il se passe quelque chose, en vrai, tout va bien. T'es dans tout le va vrai. bien. Ouais, parce que t'es dans l'action et que tu te dis ça vaut le coup et que tu te dis bon bah... Et puis surtout, moi je te dis, mes premières auditions c'était 19 piges. Pour moi, la véritable mise en lumière par rapport à ce que tu disais, s'il y a eu un début, un vrai début Carbone 14, c'est le Jamel Comedy Club. Et le Jamel Comedy Club, les premières séances de travail, elles étaient fin 2005. Alors, ça, moi je trouve que c'est une histoire... Il y a eu à peu près 10 piges. 10 un peu ans. moins, un peu moins. Ouais. C'est dingue, hein, déjà 10 ans pour... Ouais, mais quand t'as 18-19 ans... Oui, tu t'en fous un peu. Enfin, ouais. C'est du plaisir. Ouais, c'est pas forcément du plaisir non plus, mais tu te dis, ça va. Ça va, t'as pas de gosse, t'as pas de... Enfin, je sais pas, t'as pas de traite, t'as pas de prêt à rembourser, tu dois pas aller à l'hôpital pour ta dialyse. Franchement, ça va. J'ai pas de dialyse, hein, mais... Et le moment où tu es rentré au Jamel Comedy Club, tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est assez génial parce que c'est un mélange à la fois du travail que tu avais fait avant et d'un coup de chance où tu croises Kader Aoun. Ouais.
Qu'est-ce que tu veux dire par du travail Parce que que- tu avais fait avant? Donc, ça faisait 10 ans donc, que tu faisais des pièces. Ouais. Tu venais de faire un spectacle qui avait marché moins bien que ce que tu as fait après, on va dire. Ah, il y a qu'on peut même Pélican, pas te dire. voilà. Ah, peut-être Pélican et tu tronçonneuse. t'es renseigné. Oui, tout à fait. Bah, on Donc, peut- c'est quand même. T'as fait du travail, quoi. T'as Oui. commencé à affiner ton art, tu deviens. Tu prends de l'assurance. Un début de niveau, quoi. C'est difficile à exprimer un début de niveau. Ça veut pas. Je pense que la personne qui a le mieux résumé ça, en tout cas pour le stand-up, c'est Jerry Seinfeld qui disait dans Comedian, qui est un docu en fait sur la façon dont il a construit son deuxième spectacle, qu'il a travaillé, il est retourné dans les clubs. Seinfeld, pour ceux qui connaissent pas, c'est une grosse star La série. du stand-up aux États-Unis, Ouais. et effectivement qui a explosé totalement avec la série éponyme Seinfeld, donc qui a été un énorme carton aux États-Unis, qui était prêt, qui s'est passé pre-Friends pour ceux qui connaissent, et qui est quasiment un phénomène aussi gros que Friends. Sauf qu'on n'a pas eu le phénomène international qu'a eu Friends derrière. C'est vraiment un truc qui est resté principalement américain. Mais le dernier épisode a été regardé religieusement par toute l'Amérique. Voilà, c'est ce niveau-là de notoriété. C'est une vraie. Donc star totale, complètement adoubé par tout le monde. Et il retourne au charbon sur un deuxième spectacle et il a la trouille parce qu'il repart de zéro, parce qu'il doit roder son matériel, parce qu'il espère que ça sera marrant. Et c'est ça que les gens ont... Les gens ont peut-être pas cette notion-là et cette conscience-là, mais je pense que quel que soit, on parlait de niveau, quel que soit ton niveau, même si j'aime pas vraiment ce terme, tu te dis jamais je suis marrant, dans le sens où tu te dis pas maintenant c'est bon, maintenant j'arrive et quoi qu'il arrive ça va rigoler et tout va bien se passer, en tout cas pour les personnes que je connais et mon cas aussi, parce que t'as une heure qui cartonne, tu repars à zéro après, tu repars vraiment à zéro, et je pense que même si les gens te kiffent, même si les gens ont envie de te voir, même si les gens adorent ton travail et ont hâte de le découvrir, t'as, de mon point de vue, 5 minutes d'état de grâce au départ. T'as 5 minutes où les gens, même si c'est middle, même si c'est bancal, même si c'est fragile, ils sont avec toi. Ils sont avec toi, ils ont le smile, ils vont rigoler peut-être plus que de raison par rapport à ton matériel, mais ils sont avec toi. Si après ces 5 minutes, ça reste middle, Tu les perds. le public il dit bon, t'es mon pote, mais en fait c'est comme des amis. Tu vois, si ça se passe bien avec un pote, t'es chiant, tu lui parles pendant 5 minutes, t'es chiant, il va dire c'est pas grave, il est avec toi et tout. Au bout de 5 minutes, il est là, oh ta mère, mec t'es relou là. Je t'aime bien, mais là t'es relou. Et ben le public c'est la même chose. Donc là t'as tout le temps la même pression, t'as tout le temps le. En tout cas, je pense que tous les gens que je connais en tout cas et particulièrement au stand-up, on a envie d'être bon, on a envie de faire plaisir aux gens, on a envie que les gens ils ressortent de la salle en ayant kiffé, en ayant ri et en ayant peut-être même changé de point de vue par rapport à des idées ou en tout cas réfléchi à des choses. Et ça du coup c'est tout le temps remettre à zéro. Donc Seinfeld, je disais, a pour moi le mieux résumé cet art du stand-up qui est, vu que tu parlais de niveau, je pense pas qu'il y ait de niveau dans le sens où Seinfeld disait le stand-up c'est comme la vie un peu, c'est-à-dire que quand t'as 5 ans de stand-up, c'est comme si t'avais 5 ans d'existence. En gros, t'arrives, tu vois, ça se passe bien, tu sais marcher, tu manges, tu mâches, c'est solide, il n'y a pas de problème, ça mastique sans aucun souci, mais t'as un grand qui arrive, qui te balaye, tu tombes, t'es fragile, on te fait boue, t'as peur à 5 piges. 10 piges, même chose, 15 piges, tu commences à être ado, ça va un peu mieux, tu prends un peu d'assurance, t'as des certitudes, mais t'as des certitudes d'adolescent, donc tu te trompes la plupart du temps. Et ça continue comme ça et c'est exponentiel pour moi. Et donc je pars du principe que peut-être à 30 ans de stand-up, tu peux commencer à dire que t'as du niveau, parce qu'à 30 ans, tu commences à être un peu plus réfléchi et à être un peu plus mûr et à être un peu plus certainement pertinent dans tes propos. Moi, j'ai 15 ans à peu près de stand-up. Je suis un ado. Donc je suis sûr de moi, mais en vrai, je pense que j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Et c'est une bonne nouvelle.
Mhm. Je trouve que c'est une très belle métaphore de Seinfeld. C'est une très belle métaphore. Et franchement, il a raison. Il a raison. C'est pour ça que c'est important, je pense, par rapport à cette discipline de beaucoup pratiquer, de beaucoup faire, de pas hésiter à jouer beaucoup. Si t'as la possibilité, en fait, si t'as pas la possibilité de jouer 1 heure, de jouer éventuellement dans des plateaux, de faire des 5 minutes, de rôder des bouts de passage, ce qu'on appelle des beats en anglais, des beats, morceaux, et essayer justement d'affiner ton propos, tes vannes, et de faire en sorte d'apprendre à ton corps que c'est pas grave, que tout se passe bien. Et c'est, je pense, ce qui est le plus dur. Parce que, bon, évidemment, t'affines ton écriture, tu commences à maîtriser un peu mieux, justement, ta grammaire de stand-up. Avec le temps, tu construis mieux. Tu construis mieux en général. Mais ce qui prend énormément de temps, je pense, c'est vraiment de trouver sa voix. Sa voix VOIX, dans le sens où, pour moi, pour ma façon en tout cas d'entrevoir le stand-up et le mien entre guillemets, je pense qu'il faut être au plus près de ce que t'es dans la vie sur scène. Ça prend des années. Des années. Je m'en approche. Je pense que j'ai encore des choses, beaucoup de choses à améliorer, et c'est tant mieux. Mais c'est ce qui prend le plus de temps, de garder ce naturel, de garder cette façon que t'as d'être dans la vie, dans ton ton de conversation, et dans ta façon de pouvoir intéresser les gens, de le retranscrire sur scène. Ça, on a l'impression que c'est naturel. Ça le devient, ça l'est pas du tout. Ça l'est absolument pas. Quand t'arrives sur scène, déjà, c'est une pression parce que c'est pas normal. C'est pas normal, c'est quelque part assez arrogant de se dire, je suis sur scène, je vais parler à des gens et ils vont m'écouter et ils vont trouver ça bien. Même pas... Moi, j'en suis au stade où... je pense que c'est la bonne voie. Pour tout le monde en général. Après, chacun, encore une fois, a son kendo. Chacun a sa voie du stand-up, son jujitsu à lui. Mais je pense que, au-delà d'être marrant, même si c'est la base, vaut mieux avoir un angle dans ce que tu vas raconter qui va être au moins intéressant. Parce que si t'es intéressant, les gens ils vont t'écouter. S'ils t'écoutent, derrière c'est bon. Derrière, t'es plus en panique parce que t'as pas peur en fait, comme dans la vie. Là, tu vois, on se parle, on s'écoute. C'est peut-être pas hyper marrant, mais c'est pas grave, on s'écoute. Après, dans un spectacle, t'essayes tu muscles, tu mets des vannes dans tous les sens et tout. Mais le but, c'est vraiment déjà de capter ton auditoire. Et derrière, il y a beaucoup de gens qui pensent que le plus important, c'est les vannes. Moi, de mon point de vue, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Évidemment que c'est très important parce que les gens, ils veulent se marrer à la base. Mais en vrai, si t'as une thématique qui est cool, et surtout au-delà de la thématique, parce qu'en vrai tu peux rendre une thématique qu'on a entendue 1000 fois quelque part, tu peux la rendre originale à nouveau, parce que tu vas avoir justement un axe ou un angle qui est différent. Et si t'as ça, déjà derrière, t'es en sécurité. Et les gens pensent que le plus important c'est les vannes, et ben je pars du principe que avec l'expérience, c'est presque secondaire. Je trouve ça très fort. C'est une belle analyse. Et du coup, on parlait de ton entrée du coup au Tyria Comedy Club, qui était le fruit d'une histoire un peu du hasard. Ouais. Ce qu'on disait, c'est qu'en fait, le jour où ça s'est passé, tu racontes comment ça s'est passé, mais t'avais déjà un début de quelque chose. T'étais pas un débutant complet, t'avais déjà des années de ouais, c'est scène ça. à toi. J'avais déjà la petite base entre guillemets, c'est là où je vous rejoins par rapport à ce que vous disiez, c'est que quelque part j'ai fait des trucs pendant 10 piges. Le spectacle dont tu parlais, qui est mon vrai spectacle premier officiel, qui était Pélican et tronçonneuse, quand tu disais qu'il avait un relatif succès, il est vraiment relatif vu que je l'ai joué peut-être 5 ou 6 fois et que la plupart des gens qui l'ont vu, c'est des potes et quelques personnes qui venaient par curiosité parce que j'avais joué une pièce avant au théâtre et le directeur avait dit faut y aller. Un gars du coin en disant oh, putain, il a l'air d'avoir du chauffage, il est venu. Mais en vrai, c'est pas allé vraiment beaucoup plus loin que ça. Mais entre-temps, j'ai eu effectivement
9-10 ans de pratique. Que ce soit justement à travers le prisme théâtral, des pièces, des créas qui étaient marrantes aussi, mais aussi d'autres choses, du classique et quelques trucs comme ça. Donc déjà, j'étais rodé, vraiment entre guillemets, à la scène, en tout cas en tant que comédien de live, entre guillemets. Parce que c'est différent, c'est totalement différent d'être devant une caméra et de jouer et d'avoir du montage et d'avoir du coup pour l'effet que de parler à des gens, même quand tu parles pas à des gens d'ailleurs. C'est-à-dire que, je vais pas l'expliquer, mais quand tu as une pièce de théâtre, on fait pas un moment si quelqu'un bégaye, on dit pas bon pardon j'ai bégayé, je recommence du coup, il y a pas de ça. T'es sans filet, tu exécutes, tu dois faire comme si tout se passait complètement dans la vraie vie actuellement en ce moment, alors que des fois t'es en costume et j'ai jamais été plombier de ma vie quoi. Donc c'est déjà quelque chose qui fait que t'as cette habituation à l'espace scénique. Et effectivement, du coup, j'ai quand même malgré tout écrit ce premier spectacle. Et ce premier spectacle a été ma porte d'entrée vers la suite. Donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'effectivement, l'action, le fait de créer tout le temps, dès que tu peux, sur le moment, peut-être que ça paye pas ses fruits. En tout cas, tu as cette impression-là. Mais, potentiellement, peut-être 1, 2, 3 ans, 4 ans plus tard, des fois 10 ans plus tard, ça aboutit à quelque chose. Moi, récemment, j'ai écrit une BD qui est sortie chez Delcourt en début d'année. Cette BD-là, j'ai eu l'occasion de la faire parce que Davy Mourier, qui est directeur de collection chez Delcourt, cherchait des histoires, quelque part, il était dire collection, donc il cherchait des trucs à éditer dans sa collection. Et il a demandé à quelques personnes de son entourage, est-ce que tu as des trucs, et moi, du coup, je suis allé chercher dans mes cartons et j'ai retrouvé une histoire que j'avais écrite quand j'avais 21 ans, qui a été la matrice de ce qui est devenu ensuite White Spirit, donc ma BD qui est une histoire fantastique. Matinée du Bord Noir. Exactement. Et le truc, je dis ça par rapport au fait que quand j'ai écrit ce truc-là à 21 ans, je l'ai écrit parce que ça me faisait un peu marrer et c'est parti à la base d'un délire où donc j'avais tapé ça à la machine à écrire. Je ne suis pas né dans les années 40, d'accord ? Mais par contre, quand j'avais 21 ans, et j'avais pas d'ordi, et j'avais accès à une machine à écrire, et quelque part, en plus, je trouvais ça un peu trippant de taper à la machine à écrire, à la Woody Allen. Et donc, je tape ce truc, et ça faisait à peu près une 20aine de pages, et le délire que je m'étais tapé, c'était, je vais mettre ça dans une enveloppe, et je vais mettre ça dans la boîte aux lettres de ma meilleure pote, sans dire que c'est moi. Et j'ai joué à ce truc-là, et au bout d'un moment, elle a plus ou moins reconnu mon style, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, on a rigolé, on a joué le jeu. Mais c'est pas aller plus loin que ça. Le fait que j'avais envie de raconter une histoire, que ça me faisait marrer, et que vu que j'ai toujours été passionné par le cinéma fantastique, la littérature fantastique, le cinéma d'horreur, j'avais envie un petit peu de donner ma misérable pierre à l'édifice. Et mine de rien, 15-16 ans plus tard, ça s'est transformé en une bande dessinée. Je lis des bandes dessinées depuis que je suis tout petit, j'adore ça, mais à aucun moment je me suis dit je vais faire de la bande dessinée. Mais le fait de créer, parfois, ça fait que t'as de la chance et que la vie te rattrape. Et que la vie te dit par moment, mec, tiens, t'as ça, après t'en fais ce que tu veux. Et c'est devenu ça, quoi. Et là, je bosse actuellement sur la deuxième BD, alors que c'était pas du tout prévu, mais comme j'ai eu des bons retours publics, au niveau des ventes, là pour l'instant je sais pas exactement où ça en est, mais j'ai eu la chance juste déjà d'avoir, j'ai fait le festival d'Angoulême cette année, et d'avoir Guy Delcourt, donc le patron de Delcourt, lui-même, qui est venu me voir en me disant, écoute, c'est ta première BD, c'est vraiment bien, je trouve que c'est un page-turner. Page-turner, ça veut dire que t'as envie de tourner les pages régulièrement. Faut que t'en refasses une. À partir de là... C'est validé, quoi. Voilà, c'est validé. J'espère que ça sera validé malgré tout. Mais quand validé. Encore une fois, le niveau, j'en sais rien, mais c'est vrai que cette reconnaissance-là, au-delà de la reconnaissance, elle est cool, mais c'est surtout le fait de pouvoir recommencer, qui est génial. Et il y a, à moins que je lui propose, c'est l'histoire d'une orange qui roule,
Ou il me dira peut-être, je sais pas trop si j'ai envie de faire cette histoire avec toi, parce que c'est quand même, ça manque de potentiel. Et ben si je trouve un truc intéressant, ce que j'ai déjà trouvé, maintenant on va mettre en place le processus, entre guillemets, de lui présenter les trucs. Là je pars actuellement sur un thriller fantastique en maison de retraite. On verra si c'est validé. Mais pour l'instant, ça me fait marrer, c'est assez cool. Mais tout ça pour dire que faut créer. Faut créer parce que tu sais jamais ce qui peut se passer, en bien ou peut-être en mal. Ouais. T'as une logique derrière où t'as planté une graine il y a plus de... Ça fait quoi? Ça fait, je sais même pas quel âge t'as, mais plus de 15 ans. J'ai 40 piges. Okay. Bon bah voilà, t'as planté une graine il y a 19 ans. Ouais. Et là, elle éclot quoi. Et en fait, c'est ça finalement peut-être... Mais ce qui est encore... Toute création, c'est tu plantes, tu arroses ou tu arroses pas. Il y a certains trucs que tu arroses et d'autres qui restent là sous terre. Et à un moment, il y a quelqu'un qui vient l'arroser un peu et ça éclot. Complètement. Et là c'est presque encore plus taré. Parce que là, j'ai même pas planté de graine. Je me baladais et en fait, il y a une graine qui est tombée de ma poche. C'est ça. Mais à aucun moment, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit trou dans ce terreau qui a l'air très fertile. Je vais le poser là, en espérant que ça... Là, vraiment... Mais, au moins, je pense que j'avais des graines, au moins, dans la poche, tu vois. Je me suis peut-être dit, on sait jamais, à un moment, peut-être que avec le nucléaire, tu vois, il y a peut-être un truc qui va pousser, on sait jamais, quoi. Et t'as plein de gens qui marchent sans graines dans la poche. Je pense, ouais. Ouais, mais c'est certain. Je suis complètement d'accord. Je pense. Alors que je pars du principe que beaucoup de gens ont des graines sur eux, mais qu'ils les jettent, en fait, ils vident leur poche et ils regardent pas ce qu'il y a dans les poches. Alors que je pense que dans la plupart des jeans, il y a des graines. C'est très bien dit. Tu disais tout à l'heure que dans ta vie de stand-up, c'est un peu un éternel recommencement d'arriver à faire rire les gens et il faut toujours essayer de continuer à cultiver ça et à se renouveler, on va dire. Où est-ce que toi tu trouves tes idées, tes inspirations, qu'est-ce qui te donne de l'énergie pour arriver à tous les ans revenir et trouver une nouvelle blague? Franchement, les sucres lents. Beaucoup de sucres lents, c'est ça qui nourrit principalement l'intellect, j'ai l'impression. Il n'y a pas de... c'est dur. En tout cas, je ne peux pas parler pour l'Assemblée Générale du stand-up, parce que je ne suis pas du tout le représentant. Mais pour moi, en tout cas, il n'y a pas... Je sais qu'il y a des gens qui ont des techniques, entre guillemets, ou en tout cas qui s'injectent des techniques dans le sens où ils se forcent à régulièrement écrire tous les jours. Peut-être qu'ils ont dans des cahiers des thématiques, des machins, et qui se disent, bon, je m'en fous, tous les jours, pendant 3 heures, je dis n'importe quoi, peut-être 4, peut-être 2, peut-être 10 minutes. Mais en tout cas, j'écris, et il va sortir des trucs. Et je pense qu'effectivement, avec cette méthode-là, il y a des chances qu'il puisse sortir des trucs, parce que le fait d'être dans le processus fait que ton cortex devient aguerri, et que du coup, très certainement, ça te surprend toi-même. Quelque part, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ça marche aussi, tu vois. À partir du moment où tu es dans le mouvement, il y a des trucs qui apparaissent. Et presque malgré toi, en tout cas. Ouais. Parce que je pense que quand tu es rodé à cet exercice, au bout d'un moment, je pars du principe que pour les gens que je connais, tout peut devenir marrant. C'est-à-dire que les gens... quand on fait du stand-up, j'ai vraiment l'impression qu'on est monté à l'envers. Dans le sens où la plupart des gens, ils sont dans leur vie, d'un coup il y a un truc marrant, et voilà quoi, ils se disent ah c'était marrant. Mais nous, on est dans un pré-processus à un moment, t'es là, il se passe rien, et tu vois un truc où il se passe rien, sauf que toi, d'un coup dans ta tête, tu dis tiens, ça serait marrant que, et c'est pas normal tiens, ça serait marrant que. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ça se fait malgré toi. Soit ça se fait malgré toi parce que t'es un mec, entre guillemets, ou une meuf d'ailleurs, à voir des trucs marrants un peu partout, à essayer ouais, voilà, en tout cas, essayer. T'as des gens qui sont dans cette énergie de vouloir faire rire tout le temps. Tu vois, il y a des gens qui sont dans le... C'est presque... un processus pour aller bien, je pense, mais qui est totalement inconscient t'as toujours des personnes en soirée qui sont le centre d'attention, mais qui cherchent pas forcément à poussez-vous tous, regardez-moi, mais qui naturellement ont, je pense, besoin de captiver un peu les gens, parce que sinon, peut-être qu'ils se sentent mal. Alors que, c'est pour ça que je te dis on est monté à l'envers. Encore une fois, c'est de la présomption pure et dure, hein, mais... Je pense que quand tout s'est passé très très bien dans ta life, t'as pas cette
ce besoin de faire rire. Je pense que, encore une fois, hein, c'est juste des hypothèses, mais quand tu fais du stand-up, à un moment, il y a eu une fêlure, une cassure, un truc, un mini-trauma, qui n'en est peut-être pas un pour la plupart des gens, mais qui a été vécu en tant que tel, qui fait qu'à un moment, tu as besoin de monter sur scène, parce que il faut que tu répares ça. Mais je pense que c'est pas conscient. Je pense qu'à un moment, c'est ta façon pour toi d'aller bien et de réparer. Et de faire en sorte de te dire, on est là pour quelque chose, quoi. Et il y a des gens qui font des thérapies, il y a des gens qui font d'une famille. Je pense que quand tu pratiques cet art, c'est ta catharsis à toi, quoi. C'est pas forcément de te soigner dans le sens premier du terme, mais ça te fait du bien. Ça te fait vraiment du bien, et il y a beaucoup de gens pour qui c'est vital. Et ce qui est très étrange en plus avec ça, c'est que ça devient une sorte de drogue. Dans le sens où, quand tu as goûté à ça et que ça se passe bien, c'est vraiment le parallèle avec la drogue, il marche tellement fort. Je suis désolé pour ceux qui n'ont jamais pris de drogue, hein, mais si tu fais pas de bad trip la première fois, T'as envie de dire. si ça se passe bien, parce que si ça se passe mal, t'en reprends plus jamais. Mais si ça se passe bien, c'est compliqué de décrocher. Vraiment, c'est très, très, très compliqué de décrocher parce que t'as un shoot d'adrénaline qui a pas d'équivalent. Parce que c'est dur à expliquer, parce que quand t'as pas ressenti ce truc-là, d'être sur scène, de faire marrer les gens et d'avoir eu l'impression de les captiver, il n'y a pas d'équivalent à ce truc-là, quoi. C'est vraiment très, très, très particulier et t'as envie de revivre ça. T'as vraiment envie de revivre ça parce que quand vraiment tout se passe bien, quand tu kills, quand tu les as avec toi, quand tu sens que là c'est marrant, ça rigole fort, après là ça redevient intéressant. Moi j'aime bien quand il y a des variations, par exemple. J'aime bien. Il y a plein de gens, leur stand-up c'est vanne toutes les 7-8 secondes, vanne. Et c'est hyper efficace et c'est mortel. Les gens sont au sol, les gens se disent waouh, c'était fou ce qui vient de se passer, c'est tellement marrant. Moi, ça me parle moins. Ça me parle moins parce que, en fait, je trouve qu'il y a un côté mécanique là-dedans. Et c'est un peu personnel, dès que c'est mécanique, je vois la mécanique. En fait, c'est comme si, en fait, tu baises et c'est mortel, hein, mais c'est le même mouvement tout le temps sur le même rythme. C'est hyper kiffant, mais à un moment, tu te dis, bah, c'est hyper kiffant, mais ce serait bien quand même qu'on change de pause, non ? Un tout petit peu, histoire de... Bah là, c'est pareil. Moi, j'aime bien quand il y a des vannes, d'un coup, tu racontes une histoire, il y a des vannes de temps en temps. Après, à la fin de l'histoire, t'as un gros rire. Après, t'es sur juste un propos, t'as des petites vannes, mais c'est pas grave, parce que là, tu racontes autre chose, et t'essaies d'intéresser les gens à quelque chose de particulier. Après, revanne. Et moi, le côté je trouve ça cool, mais ça me parle moins. Les variations, c'est important. Et je ne sais plus du tout ce que je disais juste avant par rapport aux variations. On est parti avec toi, moi je me suis perdu aussi. Oui, si. Donc toi, le point de départ, c'était est-ce que tu as une façon de créer, de trouver de l'inspiration qui est mécanique ? Ça, c'était le point de quand on a on est revenu là, on est parti. 2 semaines. On est parti en escalier très loin, mais je me souviens, c'était le début de l'escalier. Non, tu disais qu'il y a des gens pour qui c'est naturel, en gros, qui ont ça un peu en eux. Ouais. Il y a des gens pour qui c'est pas le cas, c'est ton cas, je pense. Ouais. Ou qui c'est plus, tu vois les choses. Ah oui, voilà, putain. Ouais. Tu te demandes comment est-ce que je peux trouver une situation drôle. Ouais, c'est ça. Et qu'on est monté à l'envers. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était tes techniques à la base. Est-ce qu'il y a une technique ? Ouais. On est parti loin. Mais on était en hiver, je crois, à ce moment-là. On n'a même pas demandé une technique, c'était plus toi. Non, si t'avais c'est des méthodes et tout. Ouais, est-ce que toi où est-ce que tu vas chercher ce qui te donne de l'énergie pour ensuite créer ? Tout à fait. Désolé de toutes ces digressions. Mais c'est une super digression. Mais ouais, il y a pas de... moi en tout cas j'ai pas de technique, j'ai pas de je me force à écrire, ouais. Tout revient, ça y est, j'ai l'impression de faire une Kobayashi dans à un moment je vois un truc marrant, je me dis tiens c'est marrant, ou je lis quelque chose et je me dis c'est un sujet rigolo, il y a peut-être un truc à creuser, et si sur le moment j'ai beaucoup d'idées, je pose, en tout cas dès que j'ai une idée je l'écris, et je pense que là-dessus on fait tous pareil. Et si vous faites du stand-up, mais quoi que vous fassiez, si vous avez une bonne idée, écrivez-la. S'il vous plaît, écrivez-la. Parce que ça se trouve, vous êtes le Bill Gates de demain. Ou le Steve Jobs d'après-demain. Mais écrivez-la parce que vous allez l'oublier, c'est sûr.
Sauf si tu as très peu d'idées, mais en vrai, dans la vie, tu as 1 milliard d'idées. Des fois, il y en a 999 999 qui sont péraves, mais il y en a une dans le tas, ça se trouve, derrière, c'est la pénicilline. Donc franchement, ça a fait avancer les choses. Donc j'écris, et surtout, sans le vouloir, mais avec le recul, je me rends compte que c'est ma méthode, s'il y en a une, je laisse infuser. J'y reviens plus tard, et je relis régulièrement mes notes. Je relis mes notes quand je dois... si par exemple je dois à un moment faire... Il y a Yacine Bellous avec qui on bosse régulièrement, qui a créé les soirées première fois, où le principe de la soirée, c'est que tout le monde doit jouer un passage qu'il a jamais joué avant. Super. C'est-à-dire le truc le plus effrayant de la Terre, parce que c'est du pur test de 5 minutes, et qu'en général, t'as pas envie de tester 5 minutes. Tu testes 1 minute, 2 minutes, et en gros, la plupart du temps, quand tu fais du test, t'as 3 minutes que t'as rodé, c'est bon, elle cartonne, tout se passe bien. Là, derrière, tu mets 1 minute, 2 minutes, en espérant que ça se passe bien. Et tu te dis, au pire, ça se passe mal, j'ai remis 3 minutes derrière, et tout le reste, si jamais t'as un spectacle et tout. Donc tu dissémines. Les gens sont avec toi, donc tu peux les embarquer sur le test sans qu'ils le voient. Tu Exactement. testes, si ça prend, ça prend. Tu si ça prend pas, ils mais... garderont l'ensemble qui est super. Exactement. Donc dans le tas, derrière, tu fais un écran de fumée, et eux, ils ont rien vu, parce que c'est de la magie ce qu'on fait aussi un petit peu. Ouais. Et ben là, chez Yacine, dans Première fois, tu testes un tout nouveau tour, alors que tu l'as juste fait chez toi. Et tu sais, et derrière, tu vois, si tu dois faire hop, ça se passe par là, ma main, elle y est plus et tout, t'as les doigts rouillés, tu sais pas ça va passer, et là, tu le fais devant des gens. Donc c'est assez flippant. Mais ça t'oblige, et c'est pour ça que cette soirée est géniale, ça t'oblige à créer. Ça t'oblige à faire des 5 minutes pures, et encore, c'est plus 7-8 par moment. Et ça t'oblige à te jeter dans le vide sans parachute, en espérant qu'il y ait un gars qui jette dans le vide avec toi, qui lui a un parachute, et qui se dise, tiens, prends ce parachute, t'inquiète, on va pas s'écraser. Et du coup, moi, quand il y a ces soirées-là, en général, je refouille dans mes notes. Je prends un truc où je me dis, bon, là, il y a du potentiel. Et derrière, j'essaye d'en tirer un passage. Donc, encore une fois, quand j'ai une idée, je la pose, et puis après, on verra bien ce qui se passe. C'est quoi ton rapport à la peur ? T'en parlais quand tu disais que tu étais effrayé à l'idée Ça me fait peur, la peur. Je sais pas pour toi en tout cas, c'est ton rapport à la peur. D'accord. Moi j'ai le cœur qui battante un peu. Est-ce que tu as toujours peur quand tu montes sur scène ? Est-ce que tu as appris à dompter ce trac Ouais, je pense. En tout cas, au bout d'un moment, quand ton matériel est rodé... Parce que tu te mets à nu en fait quand tu vas sur scène. Ouais, enfin tu te mets à nu. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ça dépend du spectacle. Hein. Oui, c'est ça. Il y a un côté pas quel type de spectacle t'affectionnes, mais... Ouais, j'ai des goûts particuliers. Voilà, bon. Non, mais il y a un côté passe pas comme ça en tout cas. Où c'est toi, c'est ton visage, t'es sur scène, t'es face à des gens, et si tu foires, c'est toi qui foires, quoi. Ouais, ou alors tu vois que le gars il a une fausse barbe et une perruque, et tu te dis, franchement c'est cramé que c'est pas lui. Ouais, alors le truc c'est que, c'est pour ça que je disais que le plus important c'est d'être sur scène. C'est que, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure et que j'ai pas détaillé, c'est que je pense qu'au bout d'un moment, t'apprends à ton corps à dire c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave, hein. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Alors que lui, au départ, il hurle. Ouh, c'est pas grave, c'est super grave, c'est très très grave ce qui est en train de se passer. Vite, on rentre à la maison. Et moi, je me souviens justement, les premières auditions que j'avais faites, et je l'ai eu encore récemment de temps en temps sur des petites périodes, mais c'est intéressant. J'avais la première audition, et même les premières en général même, ce que j'appelle le désert. C'est-à-dire qu'à un moment, t'as bu avant, t'as vraiment bu avant, hein, t'es hydraté, tout se passe bien, t'es pas du tout en Tunisie. Franchement, ça va, la température est vraiment sympathique. Et tu montes, tu dis 2 phrases, et ta salive prend la DeLorean et fait 88 miles à l'heure. Elle disparaît. Et vraiment, ça n'est pas normal. C'est-à-dire que j'avais l'intérieur au-dessus de la lèvre qui collait au palais. Mais tu passes c'est comme si t'es dans l'océan et d'un coup, ça fait jou et il n'y a plus rien, t'es dans le sable. Ça n'a aucun sens. Et en fait, le seul sens que ça a, c'est pourquoi tu nous as amenés ici ? Ça n'a vraiment, on rentre. Je veux pas qu'on rentre. Parce que ton corps dit,
C'est la situation la plus improbable au monde. Et il a raison. À aucun moment, c'est normal de monter sur scène et de parler à des gens. Et d'être dans le noir, et d'avoir des gens qui te regardent, et d'avoir un micro. C'est pas... L'humain, il n'est pas fait pour ça. L'humain, à la base, il est fait pour sauter haut, parce que il faut faire attention au tigre, et dormir, sinon tu vas mourir. C'est ça, normalement. Et tout le reste, après, on a inventé des trucs. Heureusement, c'est adapté, on a rendu les choses un peu plus marrantes. Mais il faut habituer ton corps et ta tête à être sur scène. Et la seule façon, c'est de pratiquer. Et au bout d'un moment, tu rassures ton corps, tu rassures ton esprit, et tu te détends. Et il n'y a plus de désert. Et l'eau, même si d'un coup, il y a un gros nuage radioactif au-dessus, elle dit, franchement, je suis de l'eau, je vais rester là, toi, tu me fais pas peur. Et c'est le plus dur aussi, je pense, c'est quelque part d'arriver à faire en sorte que tu trouves ça normal. Et que tu sois chez toi tout le temps. Et c'est primordial de se sentir chez toi tout le temps. Et quand tu as rodé ton matériel, au bout d'un moment, moi en tout cas, je me sens chez moi, partout. Et ça, c'est cool, c'est vraiment le meilleur moment. Mais quand tu repars de zéro, c'est reparti. T'espères que tu vas pas commencer à bafouiller. Et est-ce qu'il y a des fois où tu as laissé ton corps et ta tête gagner, justement ? Où tu t'es dit, ok, je rentre chez moi. Non, jamais. Tu t'es toujours dit, t'as toujours été plus fort que ça ? Bah, plus fort, j'en sais rien, mais en tout cas, plus têtu, je pense. Et un des pires trucs où j'ai pas lâché l'affaire, et grand bien m'en fasse, j'étais en première partie de Jamel, époque de Comedy Club, tout début. Donc, pour résumer, les gens qui connaissent pas l'histoire, quand on parlait tout à l'heure de... ça sert toujours à un moment de faire des choses. Donc, quand la dernière pièce que j'ai jouée, qui était en 2003, je crois, je l'ai captée. Je l'ai enregistrée à l'époque, parce que j'avais des potes en école de réa. Enfin non, j'ai pas capté la pièce, pardon. J'ai joué la pièce, je suis devenu pote avec le directeur du théâtre. Et le directeur du théâtre, Michel Salarden, qui doit être mort, parce qu'il était très vieux. Bon, si tu nous écoutes depuis l'enfer, ça m'a quand même fait beaucoup... bravo à toi et merci beaucoup. Il m'a laissé le théâtre un soir en me disant, franchement, voilà, la pièce est cool, t'es sympa, prends le théâtre, tu fais ce que tu veux. Incroyable. Parce que c'est impossible d'avoir un théâtre à Paname, sinon il faut mettre de la thune, et surtout c'était une époque où t'as pas de théâtre, laisse-nous tranquille. Donc, j'en profite pour jouer ce spectacle, Pélican et tronçonneuse, qui a été joué donc même pas une dizaine de fois. Et je le joue surtout en me disant, je le capte, je l'enregistre. J'avais des potes en école de réa, 2 caméras, des petites caméras, des trucs un peu, mais au moins ça existe quoi. Et il n'y avait pas de portable à l'époque où tu peux filmer comme tu veux, n'importe où, et t'as une qualité de malade. Faut avoir du matos. Heureusement que j'avais des potes en école de réa, putain. Donc j'enregistre ce truc-là, un peu plus d'1 heure. Et je me suis dit, un jour, ça va me servir. J'espère, en tout cas, que ça va me servir, parce que j'ai pas du tout envie d'être postier. Franchement, ça m'emmerde. J'ai jamais été postier. Pour ceux qui se posent la question. Et donc, je le garde. Je rencontre un mec, après, qui est prod, qui me dit, qui avait vu, en fait, qui était venu à une des représentations, qui m'avait dit, c'est pas mal, bien suivant, on bosse ensemble. On a bossé ensemble pendant 1 an, ça n'a pas donné grand-chose. Ça a joué, voilà, ça fait partie des quelques fois où je l'ai joué en plus, donc en gros, même pas une dizaine. Et puis je me suis dit, bon, bah c'est pas grave. Et en fait, en 2005, en juillet 2005, je me balade à la Fnac des Halles, et là je vois Kader Aoun, qui fouille dans des CD. Et Kader Aoun, je savais qui c'était. Kader Aoun est, pour le grand public, qui pourrait le connaître, le co-auteur et le metteur en scène de Jamel, de plein de gens. Il a bossé avec Ardisson, il continue d'ailleurs. Il a créé le Burger Quiz, et j'avais vu sa tête plein de fois. Je savais qu'il avait gagné justement un César pour un court-métrage, et j'avais vu sa tête, donc je connaissais sa tête, je savais qui c'était, et donc j'étais sûr que c'était lui. Et je vois ce mec-là, et ce qui était marrant, c'est que je l'avais vu 3 ans avant dans le RER, parce qu'il est aussi du 93, et je savais qui c'était, mais j'étais pas allé le voir, parce que j'avais rien, et je m'étais dit, et je vais faire quoi? Alors je vais lui dire, salut, je fais des spectacles. Et elle me dit, ah, bah, c'est super, c'est bon, je peux rentrer. Et il aurait raison de dire ça. Et j'avais rien vu. Et donc là, je me suis dit, là, j'ai quelque chose. J'ai ce spectacle, je sais pas ce que ça va donner, mais au moins, je peux engager une conversation. Après, ça se trouve, il me tège, c'est pas grave. Donc je vais le voir et je lui dis, voilà, je fais du stand-up, est-ce qu'il y a moyen que, je sais pas, si je joue quelque part, que je te puisse te contacter, si tu peux venir ou pas, ou je te fasse parvenir des trucs. Et il me dit, écoute,
Si t'as des trucs, on voit. Et il me file son téléphone et son adresse. Donc là, je me dis, waouh, franchement, c'est pas normal. C'est cool, tu vois, mais c'est vraiment incroyable de faire ça, dans le sens où c'est compliqué maintenant d'avoir des contacts de gens, et surtout d'une personne de ce calibre-là. Je me disais, putain, c'est ouf. Et je suis rentré chez moi, et j'ai appelé mon pote qui était en école de réa, et je lui ai dit, mec, on va sur ton ordi, et j'ai besoin de monter 4 minutes pour faire une bande-annonce du spectacle. J'ai fait une fausse bande-annonce, un peu avec des inserts, je me souviens la musique d'Ennio Morricone dans The Thing, enfin bref, plein de vannes, et surtout des extraits du spectacle. Les meilleurs, hein, tant qu'à faire, qui se disent pas. C'est ton moment. C'est très bien filmé, mais ta mère, c'est vraiment nul. Donc je fais 4 minutes, et je me dis, je lui envoie. Donc je fais un recommandé, accusé de réception. C'était très important pour moi, l'accusé de réception, parce que je voulais savoir qu'il l'ait reçu. Parce que je me suis dit, si les PTT me niquent une opportunité, vraiment, j'en vois plus jamais un timbre de toute ma vie, je suis pas content, quoi. Donc, mais en vrai, t'as eu raison. Hein. J'aurais soit fait ça, soit j'aurais je serais allé sonner chez lui et déposer dans sa boîte aux lettres. Mais tu peux pas te permettre, quand t'as une opportunité comme ça, Non, mais tu peux pas permettre de... Oui, non, c'est sûr. Mais je me voyais pas mettre dans la boîte aux lettres. Il y a un côté stalker un peu étrange où je me serais dit, effectivement, tu te fais gauler, tu sais, t'es là, tu te dis. Et là, il dit peut-être, mec, t'es peut-être le gars le plus marrant du monde, mais là, tu vas aller en tôle parce qu'il faut pas faire ça. Et j'aurais dit, j'avoue, et j'aurais mis mes poignets en croix. Donc je lui envoie. J'ai l'accusé de réception. Le lendemain, je crois d'ailleurs. Et je l'ai le matin à peu près. Et dans l'après-midi, fin d'après-midi, il me rappelle et il me dit, moi j'ai vu ton truc, franchement c'est cool, c'est bien ce que tu fais, c'est pas mal. Si jamais une opportunité, je te rappelle. Ce que j'avais entendu 20 fois. Mais quand c'est lui qui te le dit, tu te dis, bah franchement, qu'il se passe quelque chose ou pas, ça a valu le coup. Ça a valu le coup parce que j'ai ce retour-là. Franchement, s'il avait pas voulu me le dire, il m'aurait pas appelé. Donc s'il me le dit déjà, ça me pousse à me dire, on continue, on verra bien, mais c'est vraiment, ça te remet un coup d'engrais qui fait que derrière, tu repars alors que tu peux baisser la tête par moment, et que ça se passe bien ou pas dans ta carrière, tu baisses la tête par moment, parce qu'il y a des moments où tu doutes, parce qu'il y a des moments où ça peut, où ça cartonne pas autant que t'espérerais. Mais là, du coup, il y avait rien, et de rien passer à c'est pas mal, quand c'est un mec qui sait de quoi il parle, c'est un putain de moteur. Et 6 mois après, il me rappelle en me disant, écoute, je suis en train de préparer une émission avec Jamel, qui sera sur M6 ou sur Canal, on hésite encore. Désolé M6 apparemment, mais ils sont rattrapés avec le Marrakech du Rire, tout se passe bien depuis. Et franchement, j'aimerais bien que t'en fasses partie, si t'as 5 minutes intéressantes. Voilà, qu'est-ce que t'en penses ? Et j'ai réfléchi dans les... je sais pas, 4 millièmes de seconde à peu près, je dis ok, pas de souci, on va faire quelque chose. Et il me disait, on aimerait bien faire un truc qui soit un peu dans un esprit un peu urbain. Et moi j'étais là, putain, urbain. Moi j'adore les Monty Python, j'aime l'absurde. Urbain, bon, et ben ça c'était dans ma tête, hein. Mais quand il a dit, j'ai dit ouais, super. Alors là, franchement, j'adore ça. Urbain, moi je suis urbain depuis tout petit. Moi, franchement, la rue, le hip-hop, tout ça, c'est ma vie, quoi. Et en fait, derrière, donc on fait l'émission, et j'ai fait ce premier passage où en fait j'ai trouvé cet angle qui était même pas inventé, hein. Du coup, j'ai même pas eu à chercher beaucoup. J'habite vraiment dans le 93. J'ai vraiment ce look-là depuis toujours. Et quand t'es métalleux dans ce que ça peut définir dans le look dans le 93, à un moment, ça crée des contentieux intéressants. Donc j'en ai parlé dans le premier passage qui s'est bien passé. Ce que je voulais dire par là au début, c'était, parce que je voulais parler de la première fois avec Jamel. Pourquoi je voulais en parler, je sais plus. Les mauvaises expériences. Ouais. J'y arrive. Donc première partie de Jamel, parce que justement pour préparer l'émission, le but du jeu, donc l'émission, ça c'était fin 2005, fin 2005. L'émission a été enregistrée en avril, elle a été diffusée en juillet-août 2006. Fallait bosser ces passages-là. Parce que tu fais un passage télé, à cette époque-là en plus,
le stand-up personne connaissait, c'était Jamel, au top du top de la popularité, Canal+, fallait pas se louper, il fallait surtout faire en sorte que qualitativement, ça ait de la gueule. Donc, on taffe les passages, on les taffe avec la troupe, dans des caves, chez Kissman, dans leurs endroits, à essayer d'améliorer le truc, et surtout, au bout d'un moment, on le fait en public. Donc, on avait fait le but du jeu, pour que Jamel apprenne aussi à nous connaître et valide quelque part notre participation, c'était qu'on fasse sa première partie. Mec, quand tu passes tu joues dans des petites pièces, après tu fais ton spectacle vite fait de temps en temps, d'un coup on t'appelle, et il y a un gars qui te dit « Salut !» Tu fais « Ouais, c'est je suis le mec qui s'occupe de la régie de Jamel, et je m'occupe aussi de gérer les billets de train, tout ça. » Moi je suis là, je m'en fous, moi. Pourquoi il me parle de salut ? Et il enchaîne sur, là en fait tu pars, donc c'est bon, j'ai pris les billets, tu pars après-demain, près de Dijon, ouais je crois que c'est ça, Dijon, ouais je regarde, ouais ça, Dijon, et donc tu fais la première partie de Jamel, donc voilà. Toi t'es là, donc, comment ça, tu fais dans 48 heures, je suis censé faire la première partie de Jamel. Dis ouais, et alors ? Ouais, non, mais oui, et alors, t'as raison, d'accord, ça fait. Tu raccroches, et t'as envie de sauter par la fenêtre. Tu dis, mais d'où ça sort ? T'arrives, t'espères avoir un passage un petit peu, et tu dois le tester devant des gens. Putain, première partie de Jamel. T'arrives, t'enchaînes, 48 heures après, tu rencontres Jamel, ça va ? Ouais, cool, première partie et tout, ouais, cool. Ouais. Super. Détente, hein. Détente, pas de pression. Surtout pas de pression. Et encore, quand je te dis tu rencontres Jamel, je l'ai pas rencontré au départ. Au départ, j'ai rencontré sa team, qui m'a dit voilà, tu fais sa première partie, parce que Jamel était en retard. Il était très en retard, ce qui est un pléonasme. Jamel est toujours très très en retard. Des fois moins, mais la plupart du temps il est en retard. Là pour le coup, il était très en retard. Et donc les gens commencent à chauffer, parce qu'ils sont là à faire chier. Et en fait, dans la salle, il y avait la plupart du public faisait partie des 2 cités du coin, qui étaient un peu chaudes et qui voulaient voir Jamel. Vraiment, elles voulaient voir Jamel à la base. Et là, elles voulaient voir Jamel plus 40 minutes. C'est déjà, tu fais monter la température. D'un moment, les mecs ils disent bon, c'est bon, il va pas tarder à arriver. Allez, monte, parce que le but du jeu, c'est pas de faire une première partie et de laisser une demi-heure. Faut que ça s'enchaîne. Donc il brille au téléphone. J'arrive, coulisses, j'arrive sur scène. Vraiment, je fais 2 pas et j'entends. Et ça, c'est ma première entrée en matière. En première partie de Jamel Debbouze en tournée. Et je vous jure, la scène, ça va, c'était grand, mais c'était pas immense non plus. Mais de ces 2 pas au micro qui était au mitard, au centre de la scène, c'est pas 8 ans. il y avait surtout la distance entre Paris et l'Australie, mec. Ouais. Vraiment. C'était long. J'ai eu le temps d'être jet lag à mi-parcours. J'arrive au centre et vraiment, ça gueule depuis. Donc le temps que la zig passe, depuis 20 secondes. La zig s'arrête, ça continue. Et je lève le micro et ce qui sort en premier de ma bouche, c'est « Mais j'ai encore rien dit ». J'ai vraiment juste dit, mais j'ai encore rien dit. Ah, dégage, non, avec ton look en plus, fils de pute. Là, j'ai chaud. Là, vraiment, il fait un volcan. Il fait un volcan partout, dans ma tête, n'importe où. Et je parle, et je dis des trucs. Je dis mon truc. Et je m'entends pas dans les retours, mec. Je m'entends pas parce que ça gueule. Je m'entends à peine parce que j'entends que non je suis là, oh non, c'est compliqué. Jamel, entre-temps, il était arrivé, hein. Il m'avait vu et il avait lancé. Donc il me dit, c'est à toi. Et moi, dans mon passage, ce qui était prévu, c'était que j'arrive et ils disent, voilà, je suis content d'être là. Ça me fait tellement plaisir de faire la première partie de Jamel. C'est quand même une histoire de fou par rapport à mon parcours.
Donc j'ai envie de rester sur le meilleur souvenir possible. Donc merci beaucoup, c'est tout pour moi. Et le but du jeu, c'était de faire une fausse sortie pour faire une blague et de revenir après. Donc je fais ma fausse sortie. Et je retourne vers les coulisses. Et là, je vois Jamel mort de rire. Mais mort de rire avec ses 2 gardes du corps. Mort de rire. Et moi, je retourne vers les coulisses en étant là. Je sais que je dois y retourner en plus. Ah, le cauchemar. Et eux aussi, ils savent que je dois y retourner. C'est ça qui est... Et vraiment, je retourne en coulisses. Et là vraiment... C'est le comble. Jamel, il me dit, mec, je suis désolé, je te jure que c'est pas un truc organisé et tout, on te fait un prank, tu vois. Vraiment, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Ça va loin, vraiment, c'est chaud. Enfin, c'est chaud, mais tout en étant mort de rire par terre. Hein. Et je sais que je dois y retourner. Et là, tu vois, quand tu disais, t'as jamais eu envie de te barrer, là, à ce moment-là, tu réfléchis, vraiment. Tu te dis, bah, tu sais quoi, peut-être que tout ça, au final... Postier, c'est envisageable, hein, c'est peut-être pas le pire truc du monde. Il y a un tram qui passe là dans 3 minutes. Ouais, franchement, je rentre, et puis j'aurais bien rigolé. Ça aurait été une expérience sympa au final, et je le raconterai à mes gosses si je suis pas stérile. Mais en vrai, une fois que t'as réfléchi ces 10 secondes-là, et que tu vois ces 3 bâtards morts de rire, tu te dis, allez, c'est reparti. Et évidemment, moi, entre-temps, quand je me suis barré, ouais, Jamel et tout. Et là, je reviens. Donc là, je reprends une dose, mais un peu plus forte, parce que vraiment, ils sont pas contents. Tu les as excités en plus là. Vraiment, là, ils sont pas contents. Et je Tu mets pars. de l'huile sur le feu, allez, c'est parti. C'est terrible. Et là, je pars en automatique. Je pars en automatique dans le sens où, alors là, il n'y a pas de t'as envie de leur parler, t'as envie d'avoir une vraie adresse, t'as envie d'être sincère. Il y a bon, moi, je termine et après, je vais pleurer et tout va bien se passer. Et demain est un autre jour parce que je serai plus jamais là de toute manière. Donc, je pars, je m'entends à peine. C'est pas des conneries. Hein. À mi-passage, il y a un mec qui dépose, qui se lève, qui dépose sur scène de la bouffe. Je ne sais toujours pas pourquoi il a fait ça. Est-ce que vraiment il s'est dit, je vais tendre un piège, tu vois, il va aller là et elle est empoisonnée, il va mourir, on va enfin pouvoir avoir Jamel. J'ai pas touché à ce truc-là. Mais vraiment, j'ai cette image du gars là qui avance, qui pose la bouffe et qui se barre. J'étais là, wow, vraiment, c'est un film. Et il est nul. Franchement, il est nul. Il est pas bien. Je continue. Le passage devait durer 5-6 minutes. Sur la fin, au bout d'un moment, ça gueule moins, parce que je pense que l'énergie retombe et que la capacité respiratoire fait que t'as plus d'énergie. Donc, il commence un tout petit peu à redescendre en intensité. Sur la toute fin, je commence à avoir des bouts de rire. Et dans la dernière vanne, un mini rire de 3 personnes. C'est tout pour moi. Moi, je me casse, et dans ma tête, c'est tout pour moi. Je me disais, bah voilà, c'est vraiment tout pour moi, parce que là, derrière, avec cette ficelle, je vais faire quelque chose qui va s'apparenter à une corde, et bonne nuit tout le monde. Et le truc, c'est que j'étais là pour 2 premières parties. Le lendemain, je rejouais. Donc là, t'es entre, putain, oh là là, je vais revivre ça, et, mec, je vais rebosser le passage, je vais arriver autrement, n'importe comment, mais ça va pas se passer comme ça. Et la deuxième fois, ça c'est... Voilà, j'étais arrivé plus autrement, en tout cas peut-être plus... j'avais vécu le pire, donc derrière, tout pouvait bien se passer. C'était pas le même public, il était moins vénère. Et là, la première partie s'est plutôt bien passée. Et Jamel m'a dit, à la fin de la première fois, la première partie, il m'a dit, mec, écoute, moi j'ai écouté. C'était marrant. Il y a des trucs marrants. Il y a des trucs à améliorer, mais il y a plein de trucs marrants. Il y a des trucs... C'est cool que tu sois là. Et surtout, ce qui m'a le plus convaincu, c'est que t'as pas lâché l'affaire. C'est que t'es resté jusqu'au bout, sur scène, que t'as fait ton truc, malgré tout ce bordel. Et ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc voilà, je sais plus encore une fois quelle était la question. Le côté, est-ce que t'as eu envie de partir ou de... C'est toute cette fois-là. Ou de succomber à... C'est énorme. C'est une histoire incroyable. Ouais, c'est ouf. C'est fou. Ah, et donc voilà, donc après... Effectivement, donc t'as toujours un peu la flip par moment quand tu retestes ou quand t'es pas... Mais quand on... Là, en ce moment, enfin, sur le précédent spectacle en tout cas, au bout d'un moment, je l'ai joué un peu plus de 3 ans, donc le matériel évolue un petit peu, tu changes des trucs, mais bon, t'es quand même assez sûr de ce que tu dis, parce que tu l'as testé plein de fois, tu sais que ça va faire marrer, parce que ça l'a fait déjà 80 fois avant. Donc tu commences à être détendu et t'es dans le plaisir pur.
T'es vraiment dans le plaisir pur. Et je sais qu'il y a des gens qui sont toujours un peu mortifiés sur scène, ou qui vomissent, qui sont jamais bien, qui sont tout le temps pétrifiés de trac à mort. Avant, quand ils sont sur scène, ça va et tout. Même parfois, quand ils sont sur scène, ils prennent pas forcément beaucoup de plaisir parce que ça reste quelque chose d'un peu flippant pour eux. Mais moi, quand le matériel est bien rodé, vraiment je m'amuse. Vraiment je m'amuse, et au contraire, ce que j'aime bien faire par moment, c'est avoir des questions ouvertes aux gens, leur parler vraiment et me servir de leurs réponses pour créer du matériel ou pour faire avancer la conversation ou rattacher à d'autres trucs. Donc là, c'est vraiment le plaisir pur parce que t'es en sécurité, t'es détendu et t'es juste en train de discuter avec des gens dans une bonne ambiance. Donc là, quand t'es dans cette phase-là, c'est parfait. Là, je rode mon nouveau spectacle à partir de fin septembre. J'ai 15 minutes de tester qui sont... Et derrière, j'ai 1 heure. Vaya con Dios. Donc on verra, mais c'est le but du jeu aussi, c'est de tester. Je vais essayer de retester avant des petits bouts et tout. Donc là, je vais pas arriver aussi pimpant et sautillant que d'habitude, même si ça va aller. Et tu vas prendre confiance petit à petit. Et puis... Ouais, exactement. Puis je pense que malgré tout, effectivement, au fur et à mesure, là c'est mon 3e spectacle, ton écriture progresse, tes thématiques s'affinent, ton état d'esprit et ta réflexion s'améliorent. Donc j'espère que ça va relativement bien se passer assez rapidement. Il y a une logique dans ce que tu disais l'hiver dernier, du coup, parce que ouais. Super belle histoire. Bah ouais, c'était le lendemain du jour de Berlin qu'on a démarré, non ? Enfin, exactement, la chute du mur. Ouais. T'as vraiment une logique de se dire comment tu peux, à force de répéter des situations d'inconfort, finalement, cette zone d'inconfort qui est au début loin et terrifiante, tu te l'appropries, et en fait t'es là et petit à petit c'est pas ton chez toi, parce que c'est encore toujours un petit peu hostile à certains trucs en plus, mais ça devient de plus en plus ta maison, et voilà, en tant qu'humain tu t'es adapté à ça et tu le maîtrises, quoi. Ouais, parce que je pense que justement à un moment ça devient naturel de parler à des gens. Ce qui c'est marrant parce que apparemment les pires peurs au monde des humains, après sondage et tout, après la mort, c'est parler en public. C'est flippant. C'est dingue. C'est assez flippant. Et je crois même que je me demande si parler en public, c'est pas plus que la mort. Faudra vérifier. Mais même quoi qu'il arrive, quel que soit le positionnement, c'est assez fou. Il y a des gens qui sont littéralement terrifiés à l'idée de parler à un auditoire, quoi. Et je comprends, parce que c'est vrai que c'est pas naturel de parler à une masse de gens. T'as peu, en fait, t'as peu de possibilités d'exercer ce truc-là. Sauf quand t'es prof, ou je sais pas moi, quand t'es patron d'une entreprise, peut-être tu fais des discours, des machins comme ça, ou quand t'es homme politique, mais c'est pas un truc vraiment naturel. Et les gens sont vite terrifiés à waouh, mais ils me regardent tous. Putain, qu'est-ce que je vais dire ? Oh là là, j'ai l'air bête, j'espère que ça va bien se passer. Donc il faut aller au-delà de ce truc-là. Et ouais, donc du coup, je pense que au bout d'un moment, ça devient vraiment un truc qui fait partie de toi, de pouvoir parler aux gens. Donc que tu sois devant 20 personnes dans un bar ou devant 2000 dans un théâtre, il n'y a pas de vraie grosse différence à part le fait que tu t'adresses à une masse un peu plus informelle quand il y a beaucoup de monde et que c'est plus compliqué d'avoir quelqu'un dans les yeux. Et c'est pour ça que moi je préfère, c'est kiffant de jouer dans des grandes salles. Le premier spectacle, quand il a été capté, on l'a joué au théâtre du Gymnase, il y avait je sais pas, entre 8 et 900 personnes. Avec le Comedy Club, on a joué devant des 2000, des choses comme ça. C'est agréable parce qu'effectivement les vagues de rire, elles sont massives, mais je prends plus de plaisir moi personnellement à parler à 100 personnes que je vois vraiment, à qui je peux parler dans les yeux, et qui même j'allume un peu la lumière en général pour vraiment les voir. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent scéniquement, quand ils sont sur scène, d'être dans le noir parce que ça peut les déstabiliser. Moi je trouve ça plus déstabilisant que de parler à de l'obscurité. C'est pour moi, encore une fois. Alors que si je les vois, bah c'est cool, l'adresse elle est beaucoup plus forte parce que je t'ai dans les yeux, donc elle va être encore plus naturelle et sincère parce que je te vois. Donc ouais, au bout d'un moment, parler à des gens, ça devient une seconde nature. Et c'est le plus dur à capter. Et je pense que tu le perds aussi rapidement. C'est pour ça que je dis qu'il faut pratiquer beaucoup. C'est que si tu le fais pas pendant 1 an, je pense que tu repars un peu, pas de zéro, mais tu repars un peu en arrière, qu'il faut remettre du charbon, qu'il faut refaire des étirements. C'est vraiment un sport. C'est aussi un sport, quoi. C'est une drogue et un sport à la fois. Ça n'existe pas, normalement. Normalement, à part l'athlétisme, peut-être. Ou le cyclisme. Le cyclisme. Ou le sexe. C'est un sport ou une drogue à la fois. Parce qu'ils sont tous dopés, clairement. Arrêtons, quoi.
Ok. Est-ce que dans tes spectacles ou dans ce que tu fais, tes divers projets, il y a un fil conducteur, ou il y a un message ou une trace que tu veux faire passer ou que tu veux laisser? Non. Alors déjà, il n'y a pas de fil conducteur, de par le fait que je fais vraiment, et je me rends compte avec le recul, des choses vraiment différentes, très très différentes. Et tant mieux, parce que je pense que j'ai une tendance à potentiellement rapidement me lasser, et on fait un métier, en tout cas dans le milieu artistique, qui fait que tu peux vraiment avoir accès à plein de choses différentes, quand il y a accès évidemment. Mais là, on me laisse accès à pas mal de courants, à pas mal de canaux différents. Du coup, c'est parfait parce que tu te fais jamais trop chier, quoi. Donc, il y a eu le théâtre, en création avec des pièces écrites par des gens. Il y a eu un peu de classique à un moment. Ensuite, il y a eu du stand-up. Il y a toujours du stand-up parce que c'est le moteur principal pour moi. Il y a eu de la radio. On a fait un peu plus d'1 an de radio sur le Mou avec Yacine et Shirley Soigneau. Qui était un exercice qui m'a vraiment beaucoup plu et qui est encore une fois un nouvel axe de création qui est cool parce que c'était une émission hebdomadaire et on devait créer du contenu. On devait créer à peu près 45 minutes de trucs marrants et derrière il y avait un peu de musique, un live, mais ça nous obligeait à être encore une fois dans une dynamique d'écriture et de création. On avait bossé à l'époque avec Navo qui a créé Bref, Bloqué, plein de choses. Serge Le Mito avec Ken. Donc là, on avait bossé avec Navo à cette époque-là, ça devait être en 2009 ou 2010, je sais plus. Donc Navo n'était pas encore le Navo hyper connu de maintenant, mais c'était un mec très marrant déjà. Et donc il était avec nous en tant qu'auteur. Donc voilà, on grattait ensemble, on grattait des idées, on grattait des thèmes, on cherchait dans l'actu, on inventait des trucs. On avait créé un truc avec Yacine qui s'appelait Les Interviews Impossibles, qui était marrant, où toutes les semaines, on faisait une fausse interview d'un personnage qui n'existe pas. Donc c'était, à l'époque, la main de Thierry Henry, parce qu'il y avait eu un problème pour les gens, qualification aux Coupe du Monde, il avait marqué de la main, ça avait fait... Donc la main de Thierry Henry, exactement, qui était la chaussure lancée sur George Bush. Tu vois, des trucs comme ça, qui étaient un peu reliés à l'actu, un peu absurdes, et on incarnait ce truc-là. Moi, je m'en souviens d'un en particulier où je faisais la flamme olympique. Voilà, et j'arrivais... donc le premier truc, c'était Yacine qui m'interviewait et qui me disait, voilà, très heureux de recevoir la flamme olympique, bonjour. Le premier truc que je disais, c'était, bonjour, il n'y a pas un courant d'air? Je le sens un courant d'air. Non, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de... Et donc derrière, on brodait autour de ça, c'est encore accessible sur YouTube pour ceux qui vont voir. Mais ce qui était cool, c'était ça, quoi. C'était on est dans des trucs marrants, on cherche... Donc la radio, qui était vraiment un truc très tripant, que j'aimerais bien refaire un jour si j'ai le temps. On en reparle des fois avec Yacine et Navo, on verra. Il y a eu l'histoire racontée par des chaussettes, effectivement, en 2007 déjà, qui est un programme qu'on a co-créé avec Yacine Bellous, donc, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on revisite des grands thèmes historiques ou des inventions sous un prisme un peu absurde, dans le cadre d'un petit théâtre de marionnettes. Voilà, on fait les voix, on écrit tout. L'histoire racontée par des chaussettes, si vous savez pas ce que c'est, allez sur YouTube, il y a 30 épisodes maintenant. C'est génial, si je peux dire un petit mot. C'est sympa. J'adore. Et donc on a créé ça en 2007 avec Yacine en autoprod. C'est-à-dire que avec nos thunes, on s'est dit, bon vas-y on le fait. Lui, il avait pas mal de contacts qui bossaient un peu dans le milieu du théâtre, donc on a eu l'endroit pour pouvoir réaliser et stocker un petit peu justement les décors, parce que ça demande pas mal de décors. Il connaissait donc ce qui est devenu notre équipe, c'est-à-dire Nadia Raymond, la costumière, la personne qui s'occupait justement de faire costumer toutes les chaussettes, et François Adnaud qui s'occupait de faire tous les décors. Et derrière, le mec de Nadia, la costumière, avait un studio d'enregistrement où on a pu enregistrer les voix et faire le montage et tout. Mais bon, tout ça se paye malgré tout un petit peu. Mais ça nous faisait marrer. Et encore une fois, on l'a fait parce qu'on se disait, viens, on fait un truc, c'est marrant. On avait fait un passage dans... je crois que c'était encore nulle part ailleurs à l'époque. Je ne sais plus comment ça s'appelait exactement. Je sais que ça a changé de nom entre-temps. C'était peut-être le Grand Journal. C'était devenu le Grand Journal. Et il y avait Edouard Baird qui était invité. Et nous, à un moment, avec le Comedy Club, régulièrement, il y avait des passages, des fenêtres de allez-y, faites des trucs dans l'émission. Voilà. Si c'est marrant, tant mieux. Si c'est pas marrant, vous ne reviendrez plus. Et donc, on avait fait, avec Yacine, une sorte
comme Edouard Baird venait pour parler d'un spectacle qui était un peu surréaliste avec plein de choses étranges à l'intérieur, un peu barrées, on avait fait une espèce de compile de plein de petits sketchs et dont ce délire où à un moment on mettait des chaussettes et on faisait parler des chaussettes et on faisait Jésus et Judas. Et en faisant ça, on s'était dit, putain, c'est rigolo. Ce serait marrant d'en faire un vrai truc, quoi. Et donc, ça a été le déclencheur de ces 6 premiers épisodes, dont Jésus et Judas qui existent dans les 6 premiers. Les 6 premiers avaient Jésus et Judas, l'invention des pyramides, la guerre du Vietnam en 2 épisodes, je me souviens, Jésus et l'aveugle, et il y en a un autre. Ah, et la création de la seconde, qui est un de mes préférés encore, l'unité de temps de la seconde par les Babyloniens. Il y a toujours un gros fond de véracité dans ce qu'on développe, c'est-à-dire que c'est toujours basé sur les vrais trucs qui se sont passés. Et puis après, on se permet de faire des petites zigzags et des hors-pistes par le prisme de l'absurde. Donc là, 2007, ça, c'était marrant parce que à l'époque, donc en 2007, on s'est rendu compte, et c'est dire à quel point tout ça a évolué, on s'est rendu compte que ça avait un petit impact parce que quand on l'a posté, le premier épisode qui était Jésus et Judas, le lendemain, il y avait 40 000 vues. C'était énorme. Fou. Là, on dirait une grosse blague, maintenant 40 000 vues. 40 000 vues, c'est énorme. À l'époque, c'était taré, on avait été repris par des forums, donc on était là, waouh, c'est cool. Et on savait qu'on en avait 5 derrière. Donc bon, on s'est dit, on en a diffusé régulièrement au fur et à mesure. Et ce qui a été porteur, encore une fois, ça revient à l'entête de votre podcast, c'est que c'est la création. C'est important de la mettre en place parce que tu sais, encore une fois, jamais où ça arrive, et ça arrive sur des trucs intéressants, c'est que on a été ensuite sélectionné dans des festivals en meilleure web création, et on a gagné des prix dans 2 festivals, donc au festival de Luchon, dont le prix avait été remis à l'époque à Alexandre Astier, et c'était marrant parce que je pouvais pas aller à Luchon pour... Yacine pouvait, mais moi je pouvais pas parce que je jouais au Comedy Club mon spectacle, et il avait demandé à Nadia de faire une chaussette de moi. Et donc, il m'avait fait parler aussi pour me faire remercier. C'était rigolo. Donc, ouais, gagner 2 prix, un peu... déjà, ça fait du bien au moral, parce que tu te dis, ah bah c'est cool. Ton ego est un petit peu... ah bah c'est bien, ça vaut le coup de continuer de se prendre la tête. Et puis, on a été repéré par des gens de chez Calt. On a failli atterrir plusieurs fois en télé, puis finalement, ça s'est pas fait. Parce que la plupart du temps, les retours qu'on avait, c'était c'est vraiment bien, c'est bien écrit, c'est marrant, c'est drôle, mais on sait pas trop le mettre parce qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Ouais. Et nous on disait, bah c'est l'histoire, donc c'est vaste quand même. Ouais, mais il n'y a pas vraiment de personnages récurrents. Bah on peut en faire des personnages récurrents, il suffit de prendre des... Ouais, mais... Et au final, leur ouais, mais c'est que tout le monde était frileux parce que les programmateurs pensent régulièrement en termes de cible et ils savaient pas trop à qui ça pouvait s'adresser et surtout, c'était pas un truc... basique et efficace en termes de part de marché comme peut l'être scène de ménage ou des trucs comme ça ou voilà. Là c'est une incertitude et ils prennent pas le risque. Ouais, là en tout cas ils ont pas voulu donc c'est pas grave, on s'est dit qu'on te l'ait fait et puis finalement on a été contacté quelques années après par Golden Moustache qui avait vraiment donc Vladimir Royanov et Adrien Labastire, les 2 créateurs de ce truc-là, qui nous avaient contactés en disant on adore ce truc, on a envie que vous fassiez partie de ce portail qu'on est en train de mettre en place. Donc Golden Moustache, pour les gens qui ne connaissent pas forcément, c'était un portail de vidéos marrantes, humoristiques, ça se voulait un peu une sorte de petit collet d'humour français, quoi. Donc on était là, c'est cool, on refait des chaussettes, c'est bien. Donc on va nous payer pour faire ça, c'est cool, parce que là on avait mis de la thune encore à vide. Et on a fait 9 épisodes, ça s'est bien passé. Et puis là, entre-temps, on a remis... pour les 10 ans du programme, on a mis un Ulule en place pour faire 10 épisodes. On en a refait 10. On a remis un mini Ulule l'année d'après, parce qu'effectivement, c'était bien passé. Les gens disaient encore. Donc on disait, ah, ok. Et donc, on en a refait 5. Et là, on est content parce que le mois dernier, on a dépassé les 100 000 abonnés de la chaîne, pour la chaîne qui a été créée l'année dernière officiellement. Donc on est super content et surtout c'est encourageant parce qu'on ne sait pas où va aller ce programme, encore une fois, on ne l'a jamais fait dans un but particulier à part de nous faire marrer, de faire marrer les gens. Et si on a des contacts pour en refaire, là je pense qu'on veut arrêter, et on va arrêter d'ailleurs les financements participatifs, on aimerait bien maintenant que quelqu'un décide vraiment de miser, un producteur quel qu'il soit, de miser et de nous laisser faire en espérant qu'il puisse y avoir quelque chose, ou alors de trouver éventuellement un partenaire ou des gens qui veulent bien mettre des pubs en avant et qu'on puisse justement
ne plus passer par les gens, même si les gens disent non mais nous on donne et tout, on dit ouais mais on aimerait bien. Je peux avoir- l'avais donné pour la dernière, je trouve que c'est un moyen super. Bah c'est ouais, vrai ouais. qu'après tu as toujours un risque que l'audience des gens qui participent à un moment se disent bon bah, on a déjà donné la dernière. Ouais, voilà, c'est ça. Puis on se dit que c'est pas forcément au bout d'un moment, ça sera peut-être plus dur de pouvoir dégager des fonds pour le faire. Donc si quelqu'un s'y met vraiment professionnellement, nous aussi ça nous arrange de pouvoir avoir des cachets. Ce serait quand même sympa vu qu'au final on gagne pas beaucoup de thunes sur ce programme. Ça c'est une autre histoire. Les gens souvent ne se rendent pas compte de ça. Ouais, ils s'en rendent pas forcément compte parce qu'ils ont pas. Même si pour les financements participatifs, on a montré toute l'échelle de production, on montrait combien ça coûtait et tout. Il y en a toujours quelques-uns qui se disent ah, c'est pas vrai parce que c'est des chaussettes. Tu te dis non, franchement, c'est pas aussi simple que ça. Même quand mais c'est quelques personnes et c'est pas grave parce qu'ils sont pas au courant ou alors c'est juste des ados de 13 ans qui ont pas qui ont pas conscience de ce que ça peut être. Mais en tout cas, ce qui est fou, c'est que quand YouTube nous a remis le prix des 100 000, YouTube remet des prix à 100 000 et à 1 million, parce que c'est des chiffres un peu symboliques. Et les gars de YouTube nous ont dit, c'est trop bizarre, vous niquez l'algorithme. Dans le sens où normalement, pour faire en sorte que ta chaîne monte, il faut être très régulier. Il faut avoir en tout cas une régularité, une périodicité qui est assez présente. Au moins, peut-être pas toutes les semaines, mais il faut vraiment qu'il y ait un rendez-vous. Nous, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a jamais de rendez-vous. C'est-à-dire que les 6 premiers épisodes, on les a fait en autoproduction en 2007. Ensuite, Golden Moustache, ils sont venus nous chercher. Je crois que c'était 2011 ou 2012, je sais plus. Entre-temps, il n'y a rien eu. Hein. On en a refait 9. Dispatchés sur une première fournée de 3, on va dire début de l'année. Et les 6 autres, genre presque l'année d'après. Derrière, rien. Et pour les 10 ans du programme, on fait le financement participatif et on refait 2017. Et après, l'année d'après, on en refait 5 en 2018. Il n'y a pas de toutes les semaines, ça n'existe pas. Et malgré ça, les gens se sont abonnés massivement parce que je pense que le programme plaît. En fait, c'est un vrai programme de niche, même si c'est une niche de 100 000 personnes. Donc c'est quand même, on peut mettre beaucoup de chiens à l'intérieur. C'est pas énormissime, mais en tout cas, les gens qui aiment le programme l'aiment très très fort. Et ça, c'est vraiment gratifiant parce qu'on se dit que ça vaut le coup de se prendre la tête par moment. Et du coup, là, on va organiser justement une soirée de projection qui, si je dis pas de conneries, là, ça sera le 14 octobre à Nouvelle-Seine, où on va diffuser pendant 1 heure, la soirée va durer à peu près 1 heure, 1h10, il va y avoir une diffusion publique des épisodes parce que nous, ça nous paraît important de pouvoir faire en sorte que les gens qui aiment ce programme le vivent ensemble parce que tu mates ça sur un téléphone, c'est pas la même chose que d'être en public. On avait fait pour certains gens qui participaient sur les premiers crowdfunding, il y avait sur une certaine somme, tu t'étais invité à une soirée en avant-première de projection. C'était la première fois qu'on montrait des épisodes en public. Et ça nous a trop fait triper. Les gens chantaient le générique pendant le générique. Et voir les gens découvrir le truc et se marrer, c'est pas la même chose que d'avoir des vues. C'est-à-dire que c'est cool, il y a plein de gens, il y a plein de youtubeurs qui ont des millions de vues et c'est mortel pour eux. Mais je pense que ne pas avoir cette récompense il y a des réactions, c'est très frustrant. Parce que c'est cool de voir que le programme a des fidèles et que c'est vu massivement, ou pas d'ailleurs, mais quand même assez massivement, on va dire. Mais de voir que c'est vivant, surtout quand c'est censé être drôle et que ça marche, c'est très fort. Et nous, ça nous fait triper. Et parce que nous, on vient du spectacle vivant, on a envie que ça soit vivant. Exactement. Et surtout, tu te rends compte que ça marche. Il y a des gens qui disent... Quand ta récompense, c'est des commentaires en disant « C'est mortel, c'est cool pour toi, mais c'est pas un rire, c'est pas la même puissance. » Donc là, on a voulu faire en sorte de refaire ça. On va choisir les meilleurs épisodes pour nous. On invite cette soirée-là certains intervenants qui ont participé aux épisodes. Je sais pas qui pourra venir, mais dans les voix, dans les épisodes, il y a eu plein de gens. Il y a eu Nicolas Bernot, il y a eu Sophie-Marie Laroui, Jules Fou a fait aussi une voix. On va peut-être les inviter pour qu'ils puissent en parler. Et nous, on veut aussi faire un Q&A, un question-réponse avec les gens, s'ils ont des questions, et puis surtout pour se marrer. Quoi. Je me suis inscrit au Typeform, je sais plus. Ah cool, oui c'est ça, on avait mis ça en place. Ouais, clairement. Donc ça va être la première soirée, s'il y en a d'autres, on ne sait pas. Mais en tout cas, cette soirée-là, normalement, elle est le 14 octobre à la Nouvelle-Seine. On espère en faire d'autres, peut-être à Paris, puis peut-être ailleurs, si jamais on voit que ça réagit bien, pour que les gens puissent aussi participer à ça. Tout ça pour dire que, encore une fois, d'un programme qui n'en est pas un au départ, mais d'une série de petites vidéos, peut aboutir plus tard à avoir des gens qui peut-être vont payer 15 balles pour voir des épisodes et partager ce moment avec d'autres personnes. C'est
complètement fou. Et c'est quelque part pour ça qu'on l'avait fait au départ. Et on est content de voir que ça réagit aussi bien un peu plus de 10 ans après. Il y a 2 questions qu'on aime bien poser à la fin. Ouais, je suis gaucher. Voilà. D'accord, Et l'autre ok. Et l'autre, pigeon. Ok, bah, bon voyage là. C'était super, merci à vous. La première, c'est pour tous les gens créatifs qui écoutent ce podcast, Ouais. qui ont envie de se lancer ou qui se sont déjà lancés, quel conseil tu leur donnerais? Bah, un peu ce que j'ai plus ou moins pas du tout résumé dans ce podcast, mais de créer, d'essayer de faire en sorte de faire accoucher une idée. On a vraiment de la chance, on a une période où on a des moyens qui ne demandent pas forcément beaucoup d'argent pour que ça existe. Tu peux avec un téléphone, tu peux avoir une qualité de vidéo qui a vraiment de la gueule et qui te permet de faire aboutir que ce soit un court-métrage, une vidéo marrante, ce que tu veux. Mais en tout cas, si tu as envie de filmer quelque chose, tu peux. Tu as le moyen des réseaux sociaux par lequel tu peux aussi éventuellement communiquer et faire aboutir des choses. Je vois par exemple l'exemple de François Descraques, qui est le créateur de pas mal de trucs. Ouais, qui va venir d'ailleurs. Qui va venir dans l'émission. Ah bah super. Et il a créé tellement de choses et il s'est servi un moment de Twitter pour faire un truc qui s'appelle Troisième Droite, qui est devenu un livre ensuite. J'étais sur la page Troisième Droite ce matin. D'accord, bah tu vois. Qui est une fiction qu'il a créée et il s'est servi donc de ce média-là particulier qui est Twitter, où tu as un nombre de caractères limité par nombre de tweets, mais où tu peux faire des threads, des fils, c'est-à-dire que tu peux lier tous les tweets au fur et à mesure et éventuellement raconter une histoire. Et ben de cette histoire-là qu'il a racontée, c'est devenu un livre édité chez Flammarion. Il s'est pas dit en le faisant, ça va devenir un livre. Mais il l'a fait et c'est devenu quelque chose. Donc encore une fois, tu sais pas, à partir du moment où tu couches une idée quelque part, tu sais pas ce qu'elle va devenir. Mais c'est super important en tout cas de l'allonger au sol et d'espérer qu'elle va pouvoir essaimer quoi. Donc franchement faire. Si vous avez une envie, essayez de faire en sorte qu'elle se réalise. Sauf si l'envie c'est de recréer des pyramides, parce que tout seul, c'est vraiment compliqué, quoi. Ou alors, il faut que vous ayez des potes, mais ça prend du temps. L'énergie, et il y a quand même des esclaves dans l'histoire. Donc, c'est peut-être pas la meilleure des idées, même si au final, tu te rends compte que ça marche, vu qu'il y a du tourisme grâce à ça. Mais bon, il y a d'autres moyens de faire du tourisme sans passer par de l'esclavagisme moderne. Donc, ouais, voilà, quoi. Tout simplement, essayer de faire en sorte que ça existe. Ouais. Et pas se poser trop de questions, vouloir se dire à quoi ça va ressembler dans 5 ans, juste non. s'y mettre et y aller faire. Ouais, tu vois, si tu veux créer un truc, écris-le. Déjà, écris-le. Ouais. Si tu veux le garder sur toi au cas où il se passe quelque chose, mets-le dans un coin. Si tu veux le faire exister via un média, encore une fois, tu as des réseaux sociaux, tu peux le filmer, tu peux le mettre sur YouTube. Il y a des trucs qui se font même maintenant. Tout le monde essaye de servir des outils qu'on a, donc même sur Instagram, tu as des gens qui commencent à faire des trucs. Toute plateforme est bonne à exploiter si jamais tu as une bonne idée. Donc on a la possibilité, on a les outils, soyez les poignets. C'est joliment dit. Très belle. Dernière question, qui n'en est pas une, comme tu aimes bien le dire, Kylian. On a un petit cadeau pour toi. Ouais, j'espère que c'est une baguette, j'ai faim. c'est pas de la nourriture. Bon, tant pis. La nourriture de l'esprit. Oui, c'est bien dit. Je pense qu'on connaît déjà la réponse, mais est-ce que t'es plutôt livre ou plutôt BD ? Je suis plutôt BD. Ouais. Super. On a une pour toi. Oh, génial. C'est un manga, pas une BD. Mais je connais très bien son univers. Et c'est super parce que je l'ai pas lu. Je connais Taniguchi. J'ai de la chance jusque-là parce que... Et surtout, je l'ai pas. Donc, c'est mortel. Taniguchi, je résume pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Taniguchi, super auteur de manga. Complètement. Très différent de ce qu'on peut connaître en France, je pense. On connaît beaucoup les mangas, parfois plus jeunes, type One Piece, Naruto et compagnie. Les Taniguchi, shonen, ouais. C'est super. Des belles histoires à chaque fois, des personnages bien travaillés, des beaux dessins. Tu l'as lu ? Oui. Tu peux le résumer ? C'est un dessinateur qui se cherche et qui cherche à devenir un meilleur dessinateur, et puis il y a une histoire de zoo derrière qui est un peu fictionnelle, on sait pas trop, et voilà, il se passe plein de choses, je raconte pas tout. Non, tu fais bien, et effectivement Taniguchi, un auteur très
très respecté au Japon et qui commence à être en France. On est dans le manga, effectivement, en France, un peu plus, comme là-bas aussi, comme au Japon, et ailleurs en général, on est un peu plus shonen. Donc tu parlais de One Piece, t'en as plein, hein, t'as Bleach, Bien sûr. on va pas faire la liste. Naruto, effectivement. Mais il y a plein de choses dans le manga. Il y a plein de gens qui ont une idée un peu galvaudée du manga en disant oh, ça va, c'est un truc pour un truc de bagarre. 15 ans, voilà, c'est un truc pour les gamins. Le manga, ça veut dire BD à la base. Et donc, faut pas faire de mauvais amalgames. Il y a des choses incroyables, ne serait-ce que. Tu vois, là Taniguchi est un auteur qui s'ancre pas mal dans la réalité, mais sans partir dans le shonen pur et dur. T'as des mecs comme Otomo qui ont fait Akira, qui est une sorte de bible référentielle, un vrai monument SF. Puis t'en as des dizaines et des dizaines. Le manga est hyper vaste. On va pas faire la liste de tout ce qu'il y a à pouvoir lire, mais je dis juste ça parce que j'essaye, c'est pas un combat, mais j'essaye de faire en sorte que les gens aient moins d'a priori négatifs par rapport au manga. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vaste que ce qu'on pense. Et c'est pas que Dragon Ball, même si Toriyama est un génie. mais il y a plein de choses. Donc, si vous aimez la BD, vous aimerez les mangas. Il faut juste fouiller un peu à l'intérieur. Il y a plein de choses qui sont vraiment hyper prenantes. Honnêtement, merci beaucoup. Avec plaisir. C'était très cool. C'était vraiment super incroyable. En fait, Désolé, c'était trop long. Non, Non. Franchement, c'était super. Cool. Et il y a des moments où tu nous emmènes, on a l'impression qu'on est sur scène avec toi. Non, c'était super. On sent que tu arrives à raconter des histoires de manière prenante, captivante. Et même nous, on était l'histoire des diamants. Moi, comme des fous. On le voit pas au micro, mais à un moment, j'avais la larme à l'œil et je me marrais comme un. Parce qu'il fait froid. C'est très fort. Non, mais c'est cool. En tout cas, merci. C'est une bonne idée, je trouve, de vouloir faire un podcast qui parle de ça, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont sincèrement intéressés par ça, qui se posent des questions. Je sais pas si ça va y répondre, mais en tout cas, si ça peut leur donner envie de faire quelque chose, et que tu te dis que tu peux être à l'initiative de quelqu'un qui va devenir justement quelqu'un pour beaucoup de gens, c'est une bonne nouvelle. Écoute, je fais un souhait, c'est que peut-être dans 10 ans, il y ait quelqu'un qui est éclos venant de ce podcast, il s'est dit, j'ai écouté Dedo, il m'a transmis l'énergie sur ça, je me suis dit, il faut que je lance mon projet, et de fil en aiguille, peut-être qu'il viendra te voir et il te dira, je me rappelle de ça. Si ça arrive, ce serait incroyable, sauf si c'est un Gremlins. Parce que c'est vraiment les pires trucs qui puissent éclore au monde. Ça, c'est une autre histoire. Regardez Joe Dante, bouffer du cinéma, le cinéma, c'est la vie. Ouais. Bon, merci beaucoup Dedo. Merci à vous. Passez une bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Dedo. On voulait vous remercier parce que les premiers retours qu'on a eus nous ont donné une énorme motivation. C'était super de pouvoir discuter avec vous du premier épisode de la semaine dernière avec Julien. Donc, merci beaucoup. On espère que celui-là vous a plu aussi. Si vous avez apprécié, il y a plusieurs manières de nous aider. Première chose, bien parlez-en à vos amis. N'hésitez pas à envoyer les épisodes à des personnes qui aimeraient se lancer, qui procrastinent un peu et qui prennent un peu trop leur temps. Donc allez-y. Laissez-nous un avis sur la plateforme de votre choix. Si vous écoutez sur Apple Podcast, eh bien laissez-nous-le sur iTunes, c'est hyper important. Vous pouvez aussi trouver le livre de Valentin qui est maintenant sorti depuis un peu moins d'une semaine. Franchement, je l'ai lu en avant-première, je l'ai relu même pour lui. Allez le voir, ça s'appelle Expédition créative et c'est trouvable sur Amazon. Merci Kylian. Et enfin, dernière chose, si vous voulez suivre tout ce qu'on envoie chaque semaine à propos du podcast, donc on va certainement envoyer également des coulisses du podcast ou des backstage comme on dit, on a une petite newsletter, il y a le lien dans la description, donc laissez-nous juste votre email et puis vous recevrez de temps en temps de nos nouvelles. Voilà. On vous dit encore un grand merci et puis à lundi prochain. À lundi prochain. Salut. Ciao.